Séquence 2 du programme d'histoire de la classe de 3e, les conséquences de la Première Guerre mondiale, épisode 3. En effet, après avoir planté le décor spatial et temporel de la séquence au travers des deux séances précédentes, nous allons aujourd'hui découvrir à travers le focus de l'histoire des arts, nous allons découvrir une nouvelle problématique, un nouvel aspect de notre séquence, puisque nous allons commémorer la Grande Guerre et ses morts. Et commémorer la Première Guerre mondiale, c'est évidemment avant tout faire référence aux monuments aux morts. Et nous allons aujourd'hui non pas étudier un monument aux morts, mais deux, parce que nous avons, d'une certaine manière, la chance d'avoir dans le patrimoine local deux monuments aux morts qui nous présentent deux perceptions diamétralement opposées de la Grande Guerre et de la commémoration du devoir de mémoire, comme on dirait aujourd'hui, associé à la Première Guerre mondiale. Les deux monuments aux morts, les voici sur cette diapo, côte à côte, et on va pouvoir se rendre compte immédiatement que ce qui frappe d'abord, c'est probablement les points communs. Ces monuments sont certes différents, c'est pour cela que je vous les ai choisis, mais ils ne sont pas intégralement 100% différents. Ils présentent des points communs sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, ce qui fera d'autant mieux ressortir ensuite les différences. Donc à gauche, le monument aux morts du Montet. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a reconnu, surtout ceux qui habitent la commune du Montet. C'est dans sa version d'ailleurs, si j'ose dire, monochrome, avant qu'il ne soit entièrement repeint. Et à droite, le monument aux morts, un peu moins connu, mais qui gagne à être connu tout de même, de la commune de Rocles. Alors, une petite présentation du monument aux morts du Montet. Bon, ben, c'est probablement l'un des plus communs que l'on peut rencontrer dans le département de l'Allier, comme dans les 36 000 et quelques communes qui disposent d'un monument aux morts, parce que, autant vous le dire, hélas, toutes les communes de France, ou presque, possèdent leur monument aux morts de 1914-18, parce que malheureusement, toutes les communes de France ont eu à déplorer plusieurs, au moins un ou plusieurs, voire plusieurs dizaines parfois de tués au cours de la guerre. Les seules communes qui n'en possèdent pas, à ma connaissance, elles doivent se compter sur les doigts d'une main, c'est celles pour lesquelles le conseil municipal avait refusé justement l'érection d'un monument aux morts, au moins à l'époque. Et puis il y en a une, je crois qu'elle est de mémoire dans la Creuse, qui est la seule à ne pas avoir de monument aux morts, parce que c'est la seule commune de France, des 36 000 communes de France de l'époque, qui a eu la chance de voir tous ses enfants revenir vivants. Une sur 36 000, ça laisse songeur sur le bilan humain de la guerre, qui, je vous le rappelle, pour la France est très lourd, puisque ça représente 16 soldats sur 100 partis à la guerre, autrement dit 1 400 000 soldats français tués entre août 1914 et novembre 1918. Alors justement, ce monument est d'une facture tellement classique, tellement banale, qu'il a fortement déplu aux commissions départementales d'architecture qui étaient chargées de valider le choix des conseils municipaux, puisque ce sont les mairies qui ont eu la charge de financer sur leur budget
les monuments aux morts, mais ces commissions départementales donnaient leur avis. Et ce qui déplaisait à travers ce guetteur, comme on l'appelle, ce poilu, l'arme au pied, qui semble guetter paisiblement l'arrivée de l'ennemi, de la paix, on ne sait pas trop, et qui regarde droit vers l'horizon, eh bien ce guetteur revêtu du casque Adrian et de la tenue que l'on devine bleu horizon, hein, c'est l'uniforme du poilu, pas du piou-piou de 1914, celui qui veille pour l'éternité sur le sommeil de ses camarades morts pour la France, eh ben, ce guetteur, on le retrouve dans de très très nombreuses communes, et ce manque d'originalité a fortement déplu à la commission départementale d'architecture de l'Allier, mais qui a quand même validé parce que cette représentation de la guerre et surtout du sacrifice des enfants de la commune morts pour la France, eh ben, ce témoignage était tout de même acceptable. En fait, pour la petite histoire, hein, 32 communes ont fait le choix de celle du Montais de commander un poilu signé Henri Jacomet, marchand de statues, fabricant de statues, à Villedieu dans le Vaucluse. Et tout simplement parce que, à défaut d'être original, ce monument aux morts est d'un prix relativement imbattable pour l'époque, parce que c'est une lourde charge financière pour les communes, surtout les communes pauvres, et avoir finalement un monument, somme toute, acceptable, qui rend décemment hommage aux soldats tombés pour la France, une statue d'1,60 m pour quelques milliers de francs, et ben ma foi, c'était une offre du genre de celle qu'on refuse difficilement. Et Henri Jacomet, qui a senti la bonne affaire avec sa statue fabriquée à une cadence industrielle, proposait même 3 versions, hein, alors évidemment avec des prix différents selon la qualité, statue peinte ou pas peinte, statue en fonte ou en ciment, voilà. Et donc la statue du poilu de Jacomet, surmontée d'un élégant socle en grès rose local, qui mesure lui aussi 1,60 m, eh bien, ce poilu est présent au pied de l'église du Montais, ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant, c'est le cas de beaucoup de monuments aux morts, parce que les tout premiers monuments aux morts, en fait, prenaient la forme de plaques, exactement celles qu'on trouve d'ailleurs sur les tombes des cimetières, et ces plaques eh bien, étaient clouées au mur des églises, à l'intérieur des églises. Sauf que tous les Français ne fréquentant pas les églises, certains se faisant même un devoir de ne jamais mettre les pieds dans une église, eh bien, il fallait pouvoir proposer un lieu ouvert au public, croyant comme non croyant, un lieu qui permettrait à chaque famille de se recueillir sur une tombe vide, sur un cénotaphe, parce qu'encore une fois, ce monument aux morts, c'est quand même un monument symbolique, parce qu'il ne contient aucun corps. Les corps, eh ben, ma foi, sont restés pour l'immense majorité à des centaines de kilomètres du lieu de vie du combattant. Des corps qu'on ne retrouvera parfois jamais, ou qu'on retrouvera parfois un siècle après que le soldat ait été tué sur le champ de bataille. Des corps qui sont parfois stockés dans les ossuaires, c'est-à-dire ces amoncellements d'ossements qu'on a récupérés sur le champ de bataille du chemin des Dames ou de Verdun par exemple. Bon, donc pour les familles qui n'avaient pas de corps à enterrer,
et qui pouvaient donc difficilement faire leur deuil, voire ne pas faire leur deuil du tout, eh bien ce monument aux morts comporte les noms des enfants de la commune, et dans le cas de la commune du Montet, 12 enfants, 12 fils de la commune, majoritairement des agriculteurs, on s'en doute, comme dans la plupart des communes françaises, eh bien 12 enfants voient leur nom inscrit sur la plaque que vous apercevez en dessous de la sculpture de la croix de la valeur militaire et de la mention 1914-1918. Le monument aux morts de la commune de Rocles est d'une nature très différente. Et ce monument, alors là, pour le coup, est particulièrement original. On peut même dire qu'à l'époque, il est relativement rare, aussi bien dans sa facture, c'est-à-dire dans sa présentation, que dans son message. Mais alors là, pour le coup, vous allez dire que la commission départementale d'architecture de l'Allier n'est jamais contente, ce qui est peut-être vrai. Mais là, pour le coup, cette originalité a fait véritablement scandale. Et ce monument n'a pas reçu la validation de cette commission. Bon, ce qui n'a encore une fois pas empêché la commune de le construire à ses frais, puisque de toute façon c'est elle qui payait, donc elle faisait bien ce qu'elle voulait sur le territoire de la commune. Mais il faut le savoir, c'est le monument maudit, c'est le monument qu'aucun élu, enfin qu'aucun représentant plutôt de la nation, représentant direct de la nation, aucun préfet, aucun sous-préfet n'est jamais venu fleurir, parce que aux yeux de l'administration, il n'existe pas, parce que c'est un monument pacifiste. Autrement dit, c'est tout le contraire du monument de Rocles, qui, à travers le sacrifice, c'est le contraire du monument, pardon, du Montet, qui, à travers le sacrifice de ses enfants, célébrait d'une certaine manière la mémoire de la guerre. Eh bien là, on ne célèbre pas du tout la guerre, bien au contraire, on la dénonce. Parce qu'on est ici dans le cadre d'un monument pacifiste. Et ceux qui dénoncent la guerre, ben, c'est pas les morts évidemment, parce qu'ils dénoncent plus rien, mais c'est les survivants. C'est-à-dire ici un orphelin, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est un petit garçon ou une petite fille, c'est voulu de la part du sculpteur, hein. Ça peut être aussi bien l'un que l'autre d'ailleurs. C'est un orphelin ou une orpheline, c'est-à-dire un enfant qui grandira sans son père parce que son père lui aura été volé pour toujours par la guerre. Et cet enfant, dès qu'il sait penser, dès qu'il sait lire et écrire, eh bien, se dépêche d'apprendre à supprimer la guerre, ce qui d'ailleurs sera un peu le slogan de la Société des Nations dont je vous ai rapidement parlé, celle mise en place à Genève à la demande du président américain Woodrow Wilson, cette Société des Nations qui voudrait que la Première Guerre mondiale soit la toute dernière de l'histoire de l'humanité. Et là, on est exactement dans la même logique. Plus jamais ça. Ça étant la guerre. Et si les points communs avec le monument de Tronget sont quand même assez nombreux, hein, parce qu'on retrouve la présence immédiate de l'église de Rocles, comme au Montet. On découvre quasiment le même socle, il n'a peut-être pas tout à fait la même forme, mais on retrouve le socle de pierre qui sert de base à la statue. On voit la liste des noms des enfants de la commune. Ils sont, je crois, un petit peu plus nombreux à Rocles. Bon, donc, à première vue, ce monument ressemble beaucoup à l'autre. Mais en réalité, là, c'est tout le contraire. On ne célèbre pas la guerre, on ne célèbre pas la mémoire de la guerre, on ne célèbre pas le sacrifice des enfants de la commune, on dénonce la guerre. Et on laisse entendre que les enfants de la commune
sont des victimes, pas des héros, sont des victimes de la guerre. Ce qui d'ailleurs peut être assez difficile à entendre pour les familles, parce que une famille qui perd un enfant, ou qui perd même parfois, hélas, plusieurs enfants, peut espérer trouver une certaine consolation dans le fait que l'enfant est célébré comme un martyr de la liberté, comme un héros. Si le message qu'on laisse entendre est que finalement les enfants sont morts pour rien, que voilà, la famille n'a plus que ses yeux pour pleurer, là ça peut devenir effectivement dramatique. C'est tellement vrai ce que je vous dis que, je vous le rappelle, les mutins du printemps 1917, ceux qui ont été fusillés par leurs propres camarades, condamnés à mort par les conseils de guerre, n'ont pas le droit de voir leur nom mentionné sur les monuments aux morts. On fait tout simplement comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc là, c'est même encore pire parce que on ne célèbre pas leur mort, on n'évoque pas leur mort, on fait tout simplement comme si leur vie et leur mort n'avaient pas eu la moindre importance. Donc pour les familles, c'est une humiliation, c'est une souffrance d'ailleurs supplémentaire, hein. Il faut bien l'avoir en tête. J'attire votre attention sur le rameau d'olivier. Hein, c'est pas la couronne de laurier qui célébrerait la victoire, non, pas du tout. C'est le rameau d'olivier qui est le symbole de la paix. Voilà en quoi on a affaire à un monument pacifiste, pas pacifique. Faites bien une différence entre le pacifique et le pacifiste. Le pacifique, c'est celui qui veut éviter la guerre, mais si on ne lui laisse pas le choix, il se défendra, et tant pis, il fera la guerre jusqu'à ce qu'on arrête de l'embêter. Le pacifiste, c'est un peu comme Jésus, vous le giflez sur la joue droite, le pacifiste se laissera faire, le pacifiste refusant obstinément de se défendre, de se battre, eh bien, vous le giflerez sur la joue gauche, il se laissera toujours faire. Et là, on est effectivement dans une logique pacifiste. Tout est acceptable sauf la guerre. Donc évidemment, la commission départementale d'architecture ne pouvait pas valider un tel message. Quand bien même il fait l'écho à l'esprit de la Société des Nations, issu du traité de Versailles, de par la volonté du président américain Woodrow Wilson. Alors, on en arrive au traditionnel exercice. Alors, pour une fois, d'ailleurs, j'ai un peu changé la forme de mes exercices parce que ça s'y prêtait. Donc, on n'a pas encore fait la fiche d'identité des monuments. Ben si, justement, on va la faire parce que il va falloir que vous distinguiez ce qui relève du monument aux morts du Montet, donc en vert, de celui en rouge du monument aux morts de Rocle, à moins que ce qui va suivre puisse finalement correspondre aussi bien au monument aux morts du Montet qu'à celui de Rocle, et dans ce cas-là, il faudra colorier la case en jaune. Donc voici l'exercice en question, c'est pas très difficile. Si vous avez bien suivi mes explications, si vous avez bien regardé les documents, les diapos, je pense que vous n'aurez pas grand mal à trouver les réponses. Mettez-moi sur pause tranquillement, le temps de réfléchir et de faire l'exercice. Alors tiens, commençons par les points communs finalement. J'en ai trouvé 3. Eh bien, les deux monuments sont érigés sur la place de l'église. Ils sont tous les deux financés par le conseil municipal de la commune en question. Et ils ont tous les deux été bâtis dans l'immédiate après-guerre.
Alors par contre, après, là c'est différent, puisque le monument aux morts du Montet, bah, c'est une statue de poilu en faction, hein, qui monte la garde si vous préférez, avec une inscription à la gloire des morts de la commune. C'est un monument qui a été inauguré officiellement, hein, c'est un monument assez banal, assez classique, hein, puisqu'encore une fois, on le retrouve en 32 exemplaires dans le département. 12 noms sont inscrits dessus, je crois, et la croix de la valeur militaire est représentée au-dessus des noms des enfants de la commune. Alors, continuons toujours sur la même logique, avec le même code de couleur. Après avoir dressé finalement la fiche d'identité des deux monuments, eh bien, continuons à les comparer, mais cette fois-ci au niveau des objectifs, c'est-à-dire au niveau des messages que les commanditaires, c'est-à-dire les conseils municipaux, et les artistes aussi, ont bien voulu transmettre auprès des survivants, auprès des gens qui se rendent chaque année, le 11 novembre de chaque année, au pied du monument pour le fleurir. Donc, je vous présente 6 objectifs et essayez là encore de distinguer ceux qui éventuellement peuvent être communs aux deux monuments et puis les objectifs qui sont spécifiques à la commune du Montet et les objectifs qui sont spécifiques au monument aux morts de la commune de Rocles. Bon, là encore, c'est pas très difficile, hein. Si l'on ne devait trouver qu'un seul objectif finalement commun aux deux monuments, c'est celui de commémorer d'une certaine manière, malgré tout, que ce soit en négatif ou en positif, c'est quand même de commémorer la Grande Guerre. On peut pas faire comme si, quand on passe devant le monument, on peut pas faire comme si 14-18 n'avait pas existé. Alors après, les messages sont très divergents. Parce que dans le cas de la commune du Montet, on est dans le discours majoritaire à l'époque, qui consiste encore une fois à rendre hommage au sacrifice des poilus, hein, ce message qui laisse entendre aux familles des survivants, enfin aux survivants plutôt, que leurs enfants, leurs maris, leurs frères, leurs cousins ne sont pas morts pour rien. Et c'est une manière aussi, d'ailleurs, de célébrer la victoire finale de la France. Par contre, avec le monument pacifiste de Rocles, là, on est dans la célébration, non pas de la guerre ou du sacrifice des enfants de la commune, mais on est dans la célébration du pacifisme, c'est-à-dire la paix à tout prix. Puisqu'il s'agit de dénoncer la guerre et ses horreurs, et d'évoquer au moins autant, d'une certaine façon, les souffrances des familles des poilus que les souffrances des poilus eux-mêmes. Parce que, hein, je ne l'ai peut-être pas assez souligné, mais sur le monument de la commune de Rocles, pas de représentation du soldat. Pas de poilu, le fusil en bandoulière, frappé à mort, allongé à terre ou en position de guetteur. Non, justement, il n'y a pas d'évocation du combattant. L'orphelin ou l'orpheline, mais pas le soldat. Alors je vous le rappelle, en histoire des arts, on évoque autant que possible des prolongements artistiques avec d'autres œuvres, d'autres artistes de la même époque ou de différentes époques. Bon, ben là, on ne va pas déroger à la règle puisque la tentation est trop belle d'associer le monument aux morts, quel qu'il soit, de Rocles, du Montet, à l'arc de triomphe de la place de l'Étoile, hein, qui est une des extrémités des Champs-Élysées de Paris. Ce monument voulu par Napoléon Ier, commencé sous Napoléon Ier en 1806, mais achevé 30 ans plus tard
et que donc Napoléon Ier n'a pas pu contempler. Un monument qui se voulait une commémoration des grandes victoires de la grande armée de Napoléon, les grandes victoires du consulat et de l'Empire, à commencer par Austerlitz, bien entendu. Cet arc de triomphe qui rappelle les arcs de triomphe romains, ceux de l'Antiquité, quand les consuls, les généraux romains défilaient sous l'arc de triomphe avec leurs soldats, avec leurs prisonniers, avec le butin, comme Jules César défilant avec Vercingétorix enchaîné. Bon, donc ce monument aux morts, cet arc de triomphe, pardon, a un lien avec les monuments aux morts, et vous allez comprendre pourquoi dans la diapo qui suit. À la demande de certains journaux parisiens et du ministre de la Guerre André Maginot, ancien combattant de 14-18, il est mutilé de guerre, il est décidé d'honorer la mémoire de tous les soldats français morts pour la France entre 1914 et 1918, donc je vous rappelle qu'ils sont 1 400 000, donc de les honorer tous à travers un monument commun qui sera installé sous l'Arc de Triomphe à Paris, et il revient à Auguste Thym, jeune soldat engagé volontaire, lui-même fils d'un poilu mort à la guerre. Le jeune Auguste Thym, qui appartient au 132e régiment d'infanterie, va être choisi pour sélectionner parmi 8 cercueils anonymes contenant les restes de 8 soldats dont on sait tout juste qu'ils sont français, mais dont on ne connaît pas l'identité, et qui ont été extraits du champ de bataille de Verdun. Eh bien, le jeune Auguste Thym va choisir le 6e cercueil en déposant un bouquet de fleurs dessus. 6e cercueil parce que le 132e régiment d'infanterie, si on additionne les 3 chiffres, ça donne le chiffre 6. Et voilà comment est sélectionné le cercueil qui est inhumé sous l'Arc de Triomphe à Paris le 11 novembre 1920. Et donc tous les soirs, à 18h, quelle que soit la météo, quel que soit le jour de la semaine, férié ou pas, peu importe, il est procédé au rallumage, c'est le terme que l'on emploie, de la flamme du soldat inconnu, en présence d'associations d'anciens combattants, avec parfois un public scolaire, avec parfois des représentants de l'État, comme le président de la République. Il ne vient pas tous les soirs, mais tous les soirs, donc, est procédé symboliquement au rallumage de la flamme du soldat inconnu, puisque donc au-dessus de la tombe du soldat, il y a un petit réservoir d'essence, de pétrole, qui permet donc de faire brûler une flamme, symbole un peu de vie, symbole de lumière, symbole très positif. Et donc tous les soirs, la flamme s'éteint parce que le stock de pétrole a été entièrement consumé. Donc on remplit à nouveau la vasque, et puis on la rallume. Il n'y a jamais eu d'interruption, même pendant la Seconde Guerre mondiale, même pendant l'occupation allemande, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, il a pu être procédé au rallumage de la flamme du soldat inconnu.